fait un petit bond dans le temps, on avance de 14 ans, on se retrouve en 97 Ah. à la sortie des éditions spéciales, où s'il y a des gens qui ont... si ça a permis à du monde de découvrir le film en salle, comme les plus jeunes, les vieux fans, eux, commençaient un peu à faire la gueule. Alors, 97. Alors, là, je vais parler en toute subjectivité, hein, bien sûr. Bien sûr. 97, moi, j'avais fait pas mal de chemin concernant George Lucas, déjà. Bon, il faut savoir qu'en 1979, j'ai eu la chance de voir ce qui ensuite a été quelque chose de quasiment interdit, qui était au temps de la Guerre des Étoiles, le téléfilm supervisé de loin, mais supervisé quand même par George Lucas, et ça avait été mon premier rapport avec un aspect de George Lucas un peu effrayant, mais on va dire il y avait des excuses, c'était pour la télé, alors peut-être qu'il s'est pas investi dedans, peut-être qu'il a laissé faire et qu'il n'est pas satisfait du résultat, mais ça pouvait pas tenir trop longtemps, parce que donc ensuite il y a eu le retour du Jedi, vraiment il commençait à y avoir un souci, et ensuite j'ai vu pratiquement toute la production de Lucas qui sont sorties en salle. Et même si j'ai une affection totalement perverse pour un film comme Howard the Duck, l'essentiel des films que Lucas a produits en termes de cinéma fantastique à cette époque-là, ce sont des catastrophes. Willow, ça a été un choc pour les fans de Star Wars. C'était tout d'un coup, le créateur de Lucas se penche vers l'heroic fantasy, un genre qui était extrêmement mal servi par le cinéma de l'époque. Ben voilà quoi, Willow, c'est Willow. Quoi. Donc on se dit, mais alors c'est pas possible, qu'est-ce qui arrive à Lucas? Donc il y a ça, et ensuite il y a eu Labyrinthe. Lucas fait un film avec l'équipe qui a fait Dark Crystal, merveilleux, superbe, ça donne Labyrinthe. Et puis surtout, on commence à voir revenir toujours les mêmes figures. Dans tous ces films-là, il y a toujours des nains qui sautent dans tous les sens. Là, on se dit, mais finalement, les Ewoks, c'était peut-être pas un accident de parcours, il y a peut-être un truc chez lui là, qui tourne, bon. Et ensuite, il a produit les aventures du jeune Indiana Jones. Donc c'était aussi une occasion de voir ce que lui pouvait apporter, la façon avec laquelle lui il voyait le personnage d'Indiana Jones, parce que sur les films il y avait Spielberg derrière, et de s'apercevoir que c'était quand même pas tout à fait la même chose dans la balance. Bref, j'ai même vu des films de production Lucas qui sortaient pas en France, comme Radio Land Murders et d'autres, et c'était vraiment de pire en pire. Donc le culte du Lucas infaillible, capable de sortir la perfection absolue comme le premier Star Wars, commençait à sérieusement se fissurer. Et donc quand on a appris qu'il allait ressortir des versions augmentées des films, moi, à mon niveau, j'ai dit, bon, faut voir. Puis de toute façon, ça sera l'occasion de les revoir en salle. Je me suis fait la même réflexion que tout le monde. Seulement, et donc là je parle de façon extrêmement subjective, je me suis royalement fait chier. J'ai été voir les 3 films en salle, et les 3 fois, je me suis vraiment fait chier. Et à l'époque, j'ai mis ça sur le compte du fait que je les avais vus beaucoup trop de fois, que je les connaissais absolument par cœur, et donc que je ne pouvais plus prendre un plaisir simple et direct à ces films-là. Mais c'est très intéressant, parce que ce n'était pas du tout le cas. Des années plus tard, j'ai récupéré de façon totalement illégale, parce que je n'ai pas le choix, les versions originales non traficotées des films en DVD, et j'ai voulu regarder à quoi ressemblaient les copies, et j'ai mis le premier film, et je me suis fait prendre au piège, et je l'ai regardé en entier. Et j'ai revu le premier Star Wars en entier, et je l'ai revu presque avec le regard de l'époque. Tout d'un coup, je me suis senti engagé dans l'histoire, près des personnages, etc. Et là, j'ai réalisé un truc extraordinaire, c'est que, oui, évidemment, on ne touche pas impunément à ces films-là. Ce qui s'est passé en 97, quand j'ai vu les versions traficotées, c'est que mon cerveau, il pouvait tout simplement plus plonger dans le film, parce que mon cerveau, il n'est pas idiot, il sait très bien repérer quand un effet spécial de 1997 vient se mettre sur un film de 77. Et cette espèce de décalage constant qu'on a à l'image, en fait, nous empêche de plonger dedans. Et sans compter du fait qu'il a aussi modifié la rythmique du film, en rajoutant des séquences, en retirant d'autres, et puis bien sûr les enjeux, avec Han Solo qui tire le premier, Greedo qui tire le premier sur Han Solo, etc. Enfin, tous ces éléments-là, rétrospectivement, m'ont fait comprendre que c'est ça qui m'avait gâché le plaisir. Et donc là, je l'affirme, mais c'est pas du tout un processus intellectuel, c'est vraiment un processus sentimental. Ces rajouts détruisent les films, c'est-à-dire ils détruisent l'expérience la plus basique qu'un spectateur peut avoir des films. Et donc, j'invite tous les gens qui n'ont jamais vu les originaux de Star Wars à faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de récupérer des copies de ces originaux,
parce qu'il risque d'avoir une bonne surprise et de se dire, ah mais finalement, je peux comprendre pourquoi ça a été ce que ça a été à l'époque. D'accord. Est-ce que tu penses qu'un réalisateur a le droit de toucher à un film d'une manière générale? Je pense par exemple à E.T. et à Spielberg. Et ma question est plus précise sur Lucas. Vu les fans, la communauté qu'il y a derrière, est-ce qu'il avait le droit de faire ça finalement? Alors là, bien sûr, il y a tout un débat sur qu'est-ce qu'un artiste a le droit de faire de son œuvre. Là-dessus, je pense que, comment dire, un artiste a le droit de faire absolument tout ce qu'il veut de son œuvre, absolument tout, tant que celle-ci n'a pas été mise à disposition du public. C'est-à-dire avant que le film sorte. Oui, effectivement, Lucas pouvait trafiquer tout ce qu'il voulait, c'est le processus de création lui-même. Mais une fois que c'est sorti, c'est-à-dire une fois que ça a été exposé dans le musée, une fois que ça a marqué son temps comme à un instant T, je crois qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Je ne sais plus c'est quel peintre, le nom m'échappe à ce moment, mais il y avait un peintre qui essayait à une époque, au début du XXe siècle, de rentrer dans le Louvre pour modifier ses toiles. Il était surveillé de près par les gardiens. On lui interdisait l'accès à ses propres toiles. Parce qu'à l'époque, on avait une conception assez morale pas seulement de l'œuvre d'art, mais aussi de ce qu'elle représente en termes de bien public. Vous voyez, le tableau est au Louvre. Le Louvre, c'est un monument qui représente non pas les artistes qui sont représentés dedans, c'est un monument qui représente la population française et l'expression de sa culture à un instant donné. Donc les artistes ont donné à cette culture, on leur donne des médailles en leur disant vous êtes très gentils, c'est sympa de nous avoir donné cette culture-là, mais maintenant elle appartient au pays, elle appartient à la communauté. Maintenant on n'y touche plus, c'est fini. Il existe des lois. Si vous êtes multimilliardaire et que vous avez de quoi vous acheter un Picasso, vous ne pouvez pas acheter un Picasso et le détruire ensuite à coups de pinceau. Il existe des lois pour protéger les œuvres d'art, pas seulement parce que ce sont des œuvres d'art au sens c'est magnifique, c'est beau, c'est sublime, mais aussi parce que c'est un patrimoine de l'humanité et une marque de notre histoire. Donc Lucas était tout à fait conscient de ça en 88, quand il allait en guerre contre les films colorisés que Ted Turner avait prévu de coloriser les films en noir et blanc. Quand Lucas partait en guerre contre ça, il évoquait ce que je suis en train d'évoquer là. Il disait les films font partie du bien de l'humanité, etc., etc. Bon bref, on n'a pas le droit de les défigurer. Aujourd'hui, il se réfugie derrière le fait que c'est lui le créateur des Star Wars et que donc il a le droit de faire ce qu'il veut de sa création. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, est-ce qu'on a demandé l'autorisation au cadavre de Richard Marquand de modifier son film, ou est-ce qu'on a demandé à Irving Kershner de modifier son film? Donc là-dessus, non, il est producteur de ces films-là, il n'en est pas le détenteur absolu. Légalement, il est le détenteur en tant que producteur, mais il n'a pas plus le droit, lui, de les modifier qu'un producteur de la Fox n'a le droit de modifier Ben-Hur sans en référer à une plus haute autorité. Donc non, Lucas n'est pas la plus haute autorité en termes de Star Wars. La plus haute autorité en termes de Star Wars, c'est l'humanité elle-même. Parce que c'est l'humanité qui a fait de ces films-là ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est le public qui les a portés, c'est le public qui les a chéris. Le public n'a pas de droit spécifique au sens un individu, quel qu'il soit. Star Wars ne lui appartient pas également. Mais en tant que patrimoine de l'humanité, il appartient à tout le monde en l'état. Donc non, il n'a pas le droit d'y toucher. Quand Spielberg a apporté des modifications sur E.T., il a pris soin de faire sortir la version normale du film à côté. Et aujourd'hui, il regrette d'avoir modifié cette séquence-là. C'est-à-dire que lui, non seulement il nous a permis de voir le E.T. d'origine, mais en plus de ça, il regrette d'avoir mis l'autre copie à disposition. Donc non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand William Friedkin change d'opinion sur La Tête de Mort, qu'il décide de refaire son film sur le sujet, le sens du châtiment. Je ne suis pas d'accord non plus. Qu'on propose autre chose au public, qu'on ressorte le film sous un nouveau montage, genre, je sais pas moi, Apocalypse Now par exemple, sous le titre Apocalypse Now Redux, déjà on change le titre, on prévient vraiment que c'est une autre expérience, mais bon sang, gardons l'expérience d'origine, pas seulement par respect pour le public, parce que le public un jour il va mourir, par respect pour l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que même les gens qui ont vu Star Wars en salle à l'époque, je suis sûr qu'il y en a certains qui ont oublié qu'il n'y avait pas de Ragondin sauteur dans le désert de Tatooine, qui ont oublié qu'il y avait tous ces détails qui ont été rajoutés au fil des ans, ont complètement obscurci le souvenir même des films originaux. Donc c'est une page d'histoire qu'on vire. Il y a eu un festival à Los Angeles où il passait une sélection des meilleurs films du siècle, du XXe siècle. Donc un festival très cinéphile, très historien. Et ces gars-là, ils avaient à disposition une copie originale de Star Wars.
mais parmi d'autres classiques, Citizen Kane et compagnie. Donc, ça aurait dû rester un petit festival entre cinéphiles très poète-poète, mais finalement, le simple fait que ça se sache qu'il y avait une copie originale de Star Wars, ça a fait tout d'un coup poudrière dans le milieu des nerds et des geeks, et tout le monde s'est dit, voilà, c'est la dernière occasion qui nous sera donnée de voir ce film d'origine. Donc ça a été le rush pour avoir des billets pour cette séquence-là, et donc c'est arrivé aux oreilles de Lucasfilm. Et ben Lucasfilm a fait un procès aux organisateurs de ce festival, leur interdisant de diffuser ce film-là. Ils ont mis à disposition une copie de la version de 97. Là, on est en train de parler d'un festival qui avait pour vocation de parler du XXe siècle, de parler de notre histoire. Donc, on est au-delà du cinéma. Là, on est vraiment dans un problème éthique bien plus large. D'accord. Alors justement, ça tombe bien. Le 14 septembre, Star Wars sort en Blu-ray, avec encore plus de retouches, ajoutées aux celles du DVD de 2004. Il y a des scènes dedans qui, pour moi, frisent le ridicule. Rajouter le cri de Avador pour faire le parallèle avec l'épisode 3, c'est absolument grotesque. Est-ce qu'un jour il va s'arrêter ? Non. Non, je pense pas que Lucas va s'arrêter, parce que quand on sort un petit peu de du sentimentalisme du moment, de la réaction outrée et tout ça, et qu'on commence à regarder sur le long terme ce qui se fait depuis 10 ans, je pense qu'il a un plan vraiment concerté. Alors, il n'est peut-être pas conscient chez lui, mais en tout cas, il agit en tant que tel. Il se comporte vraiment comme un infanticide. C'est-à-dire qu'il a entamé une destruction progressive de ses créations les plus célèbres. Pas seulement Star Wars, mais aussi Indiana Jones. Ça commence donc avec la modification de 97. Ensuite, évidemment, il y a la sortie de la menace fantôme qui, même si c'est indirect, entache le souvenir des Star Wars d'origine, puisqu'il porte quand même le même label. Ensuite, il y a la sortie en 2004, où on rajoute dans les films d'époque certaines des choses que les fans ont plus détestées dans la prélogie d'origine. Il sait très bien, il a vécu de plein fouet la haine anti-Jar Jar Binks, par exemple. Bon, qu'est-ce qui le pousse quand même à aller mettre des Gungans dans le Retour du Jedi, si ce n'est une façon peut-être inconsciente de sa part de dire « je vous emmerde ». Le truc, en fait, je pense que ce que des gens comme moi ou d'autres n'ont jamais vraiment trop voulu entendre, c'est quand Lucas parlait de Star Wars comme une malédiction. Parce qu'à une époque, c'était vraiment le cas. Cette documentation est de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui, mais elle a existé. Il y a eu des interviews dans les magazines, tout ça, où d'une certaine façon, il rejetait sa création. Parce qu'il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait envisagé une certaine carrière de cinéaste, et il a fait ce film-là parce qu'il avait besoin de le faire, et tout d'un coup, il s'est retrouvé engagé dans complètement autre chose. Il est devenu, d'une certaine façon, ce dont il avait le plus peur, c'est-à-dire qu'il est devenu son père. Le père de Lucas, c'était un papetier, et notamment, il vendait des jouets. Et quand Lucas devient un des plus grands vendeurs de jouets de la planète, forcément, toute la défiance qu'il avait eue vis-à-vis de son père dans son enfance, son adolescence, ça a dû faire un drôle d'effet dans sa tête de réaliser qu'il n'avait fait que propager l'entreprise familiale à une plus grande échelle encore. Bon, là, c'est assez confus quand on racontait comme ça, mais il y a une logique dans la biographie de Lucas qui l'a mené à être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui, d'une certaine façon, a tourné le dos à la carrière qu'il avait projetée. Au début des années 80, à Lucasfilm, il y a un journaliste qui racontait que Lucas lui avait montré tous les projets que Lucas voulait produire, tous les films expérimentaux, difficiles, compliqués que Lucas avait. Il avait l'intention d'utiliser cette structure pour, en gros, donner un grand coup à Hollywood. Et absolument aucun de ces projets n'a jamais vu le jour. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, ils se disent, ok, je suis condamné, entre guillemets, à faire du Star Wars. Je suis condamné à gérer ces franchises. Et c'est pareil avec Indiana Jones, parce qu'on l'oublie, mais c'est quand même lui qui, au départ, a créé le personnage et l'univers, avant que Spielberg ne se le réapproprie par son talent. Quand Frank Darabont écrit, Frank Darabont, qui donc est un des plus grands fans d'Indiana Jones sur Terre, qui s'est carrément lancé dans le cinéma par amour pour Indiana Jones, et que Darabont passe des années c'est un des meilleurs scénaristes à Hollywood, et il passe des années à peaufiner un scénario d'Indiana Jones.
Darabont fait envoyer ce script à tout le monde, à Lucas, à Spielberg, à Harrison Ford, et l'anecdote dit que le lendemain où ils l'ont reçu, Harrison Ford et Spielberg se sont tout de suite appelés l'un l'autre en disant « T'as lu ça, c'est incroyable, il faut absolument qu'on le fasse ce film ». Enfin, ils étaient tout excités, il n'y avait rien de signé encore, mais en gros c'était plus qu'une affaire à suivre, quoi. Et que tout d'un coup ils vont tous les deux tout guirer, aller voir Lucas, et Lucas leur dit non. Bon, est-ce qu'il est idiot? Je pense pas que Lucas soit idiot. Il est tout à fait en mesure de reconnaître un bon script. Mais je crois que son problème, quand il a vu ce que Darabont avait écrit avec Indiana Jones, c'est que c'est quelque chose qui allait nourrir la franchise. Pas la nourrir au sens commercial du terme, mais la nourrir en termes d'impact culturel. C'est-à-dire que les gens allaient revoir Indiana Jones, on va dire, augmenté. C'est-à-dire que c'était à la fois le personnage qu'ils connaissaient, il y avait un truc nouveau qui venait d'être créé autour de lui. Et je pense qu'il a senti ça. Et comme il est dans ce processus infanticide qui consiste à se débarrasser de cette malédiction, de ce qui lui pèse d'une certaine façon, ce qui l'oblige à être cet homme d'affaires qu'il n'a jamais voulu être, ben inconsciemment il détruit tout ça. En se disant, quand il n'y aura plus de la poussière, à ce moment-là je pourrais faire mes films d'auteur qu'il ne fera jamais de toute façon, mais il doit y avoir dans sa tête un truc compliqué et certainement pas clair à ce niveau-là. Parce qu'il ne semble pas faire les choses au hasard. À chaque fois que quelque chose de bon a failli arriver à Star Wars ou à Indiana Jones, Lucas s'est mis en travers. Il laisse les gars gérer, le marketing, tous ces gars-là, il les laisse gérer. Donc les mecs du marketing, par exemple, on leur dit vous allez faire une série animée autour de Star Wars, tout ça. Bon, eux, ils font un truc tout simple, ils se disent bon, quels sont les bons animateurs sur le marché en ce moment? Ah ben il y a ce mec, là, Genndy Tartakovsky, qui paraît-il vachement bon. Ah, alors on va voir. Ah ben ça tombe bien, il est fan de Star Wars, donc il va accepter de le faire. Donc évidemment Tartakovsky accepte de le faire. Boum boum. Ça fait son petit beurre et tout. Au départ, c'est censé être pour les tout petits, cette série-là. Puis finalement, Tartakovsky leur fait un truc qui fait que les vieux fans, tout d'un coup, vont se procurer les dessins animés et tout ça. Et il y a un buzz qui monte. Du genre, waouh, putain, il y a un mec qui a fait Star Wars comme on l'aime. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On arrête. Lucas arrive et dit, stop, on arrête. Clone Wars, ça n'existe plus. Maintenant, Clone Wars, on va le refaire. Et on refait de A à Z. On le sort, un truc en image de synthèse, pour les moins de 6 ans, je sais pas quoi. Et non seulement il le sort avec fracas, parce qu'il y a eu une sortie sale pour Clone Wars quand même, pour la version pourrie, il a sorti en salle, mais derrière, pour moi, c'est évident qu'il y a aussi l'ambition de faire oublier jusqu'à l'existence. Parce que chez les éditeurs, si vous cliquez Clone Wars, c'est la nouvelle version qui apparaît. Ça veut dire qu'à terme, très vite, la version de Tartakovsky va disparaître de la circulation. Là, en ce moment, il y a une opération qui est en train d'être menée donc, autour de Star Wars, et donc ils vont ressortir sous le coffret et tout ça, les Clone Wars, mais pas les Tartakovsky. Et les éditeurs, c'est pas conscient chez eux, c'est juste qu'ils font les choses de façon automatique. Mais moi, là où pour moi c'était conscient, c'est qu'en créant une nouvelle série Clone Wars, ils mettaient dans l'ombre la première série, on va dire ce qui lui avait échappé. Quelqu'un avait osé faire quelque chose de bien avec Star Wars, donc il fallait vraiment mettre ça sous... Enfin, si on commence à additionner tous ces événements les uns après les autres, on n'a plus affaire à un mec qui ferait n'importe quoi, ou on commence à avoir le portrait de quelqu'un qui va dans une direction. Et donc par rapport à ces rajouts sur le Blu-ray, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de l'épisode 3 ? Même les quelques personnes, il en existe quand même, j'en suis sûr, qui aiment la nouvelle trilogie, même ces gens-là ont eu des problèmes vis-à-vis de certaines séquences. Et le truc qui a été le plus critiqué, c'était le fameux nom de Vador, que tout le monde a trouvé absolument ridicule. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça qu'il va reprendre pour le mettre dans le Jedi. Alors il aura beau se défendre en se disant oui, mais c'est parce que j'ai toujours pris soin de créer une symétrie entre la première et la deuxième trilogie. Oui, d'accord, t'as quand même pris le truc le plus ridicule pour mettre dans ces films-là. Donc il y a une volonté de nuisance qui est évidente. Sur le plateau d'Indiana Jones, Lucas se baladait avec un t-shirt qui a été créé par les fans de Star Wars qui veulent le retour de la nouvelle trilogie. Donc ils ont un site internet qui s'appelle originaltrilogy.com et le t-shirt, c'est un t-shirt de Han Solo sur lequel il y a marqué Han shot first, Han a tiré le premier, pour rappeler ce que c'était historiquement. Et Lucas se baladait sur le plateau d'Indiana Jones avec ce t-shirt. Il va jusqu'à acheter les t-shirts des gens qui lui dopent dessus et sur ce qu'il est en train de faire à ses franchises. Donc, enfin, voilà, encore une fois,
George Lucas, c'est pas Ed Wood, c'est pas quelqu'un qui est mauvais sans le faire exprès. Donc, il a aussi montré par le passé qu'il avait vraiment du talent. C'est aussi le gars qui a fait American Graffiti, c'est aussi le mec qui a fait THX 138, c'est aussi l'étudiant qui impressionnait les autres gamins de l'USC parce que ses courts-métrages ne ressemblaient à rien de ce qu'on voyait à l'époque. C'est un type qui sait faire la différence entre quelque chose de bien et quelque chose de nul. Donc, pour moi, il y a quand même une volonté délibérée de nuire à ces deux franchises que sont Star Wars et Indiana Jones. Nuire, infanticide, le coup final, c'est la future conversion 3D. On verra bien. On verra bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous réserve. Je pense qu'il doit être malgré tout surpris de la résistance parce que il a quand même une telle énergie à détruire ce film. C'est dingue de se dire on est en 2011 et ça continue. Il y a encore des gens qui sont en train d'en parler, comme nous ici, il y a encore du buzz autour du truc, ça gueule encore, alors qu'on se serait attendu à ce que les fans soient fatigués, se dire mais c'est bon, il m'emmerde, qu'il fasse ce qu'il veut. J'ai des amis avec lesquels j'ai découvert les films quand j'étais gamin, par exemple, qui ne sont pas cinéphiles comme je suis. Pour eux, ça s'est fait de façon très très simple. En 98, ils sont allés voir La Menace Fantôme. Ils ont vu le film, ils se sont levés, ils sont sortis, ils ont oublié. Et ces gars-là, ça n'a jamais, enfin, c'est pas que ça n'a jamais existé, mais pour eux, c'est ailleurs, c'est autre chose. Ils ont vu ces films originaux, ils ont leur VHS d'époque, leur Laserdisc d'époque, ils sont contents. Pour le reste, voilà. Ça ne nous concerne plus, on va dire. Ceux-là, on n'en parle jamais, parce que c'est des mecs qui ne vont pas sur Internet, qui ne vont pas gueuler, qui vont pas... et pourtant, ils existent. Et ces gars-là, ce sont des gamins qui ont vu les films à l'époque et qui ont acheté les jouets à l'époque. Ceux-là, ils sont définitivement perdus. Mais là où je suis surpris, c'est que chez les fans hardcore, il y a encore aujourd'hui une gueulante, comme si on espérait quelque chose. Alors qu'il n'y a rien à espérer. Il a montré, ça fait 10 ans qu'il nous dit toutes les semaines, stop, on arrête avec Star Wars, on arrête avec Indiana Jones, c'est fini, c'est mort, tuons-les. On ne veut pas que ça meure et on se bat. Donc la conversion 3D, je ne serais pas surpris qu'il fasse encore des choses complètement ahurissantes et abruties, et que ça recommence à gueuler, que tout le monde se demande mais pourquoi il fait ça enfin